Là, français, hydrogène, nucléaire et hydrogène. Alors que la guerre russe en Ukraine met à l'épreuve notre système électrique, la Commission a adopté 10 propositions pour relancer l'énergie nucléaire et promouvoir l'hydrogène bas carbone. Convaincu de l'intérêt de maintenir un mix majoritairement nucléaire d'ici 2050, tout en renforçant les énergies renouvelables et la sobriété énergétique, la Commission regrette la lenteur et le manque d'ambition et de cohérence avec lesquels le gouvernement s'est jusqu'à présent saisi du sujet et appelle à agir urgemment en mettant en œuvre ces propositions. 1. Une filière nucléaire affaiblie à un moment essentiel. A. Un système électrique en risque de rupture. Si le nucléaire a été dynamique, avec la mise en service de 58 réacteurs dans les années 70 à 1980, il a connu un ralentissement avec l'arrêt de 2 réacteurs, la construction d'un seul réacteur et l'abandon d'un projet dans les années 2010. Faute d'une politique cohérente et d'investissement suffisant, cette énergie est en déclin. Jusqu'en 2022, le gouvernement a entendu fermer 14 réacteurs. En stoppant la centrale de Fessenheim en 2020, il a privé la France d'une puissance de 1,8 GWh. De plus, il n'a pas lancé de nouveaux réacteurs. La dernière autorisation remonte à 2007 pour l'EPR de Flamanville. Enfin, il a raboté la recherche et développement entre 2017 et 2021. Le budget du CA a baissé de 70 millions d'euros. Pire, le projet Astrid a été arrêté en 2019 alors que les pays asiatiques ont continué d'investir. Dans ce contexte, plusieurs événements affaiblissent notre système électrique. D'une part, on constate une faible disponibilité du parc nucléaire national. Cela s'explique par la densité du programme du grand carénage, le retard du chantier de l'EPR de Flamanville, l'impact de la crise de la Covid-19 sur le programme d'arrêt de tranche et le phénomène de corrosion sous contrainte. Mi-mai, 30 réacteurs ont été mis à l'arrêt, dont 12 pour ce phénomène selon l'ASN. Ainsi, EDF a évalué sa production à 280-300 TWh pour 2022, en baisse de 15% par rapport aux prévisions initiales. D'autre part, on assiste à une flambée des prix européens. D'abord, tirée par la reprise de l'économie mondiale, au sortir de la crise de la Covid-19, cette flambée est maintenant due à la guerre russe en Ukraine, où circulent 2 gazoducs. Née sur le marché gazier, elle se répercute sur celui de l'électricité, en raison du principe du coût marginal qui lie les prix des énergies. Pour y remédier, le 8 mars 2022, la Commission européenne a présenté le plan REPowerEU, qui prévoit une sortie de la totalité des importations russes de charbon d'ici août et de 90% de celles de pétrole d'ici décembre. S'agissant du gaz, la Russie pourrait cesser totalement ses livraisons cet hiver. Face à cette situation, des coupures ne sont plus à exclure en cas de froid. Tout d'abord, l'efficacité du système électrique est érodée avec des indisponibilités, des importations et des prix élevés. En 2021, on a dénombré 18 GWh d'indisponibilité contre 18 en 2019. 70 jours d'importation contre 25 et un prix de 190 € par mégawattheure contre 39. La situation pourrait être pire en 2022, les prix ayant atteint 3 000 € le 4 avril en raison du froid. En outre, l'équilibre du système électrique est éprouvé avec des risques pour la sécurité d'approvisionnement. RTE a placé la France sous vigilance particulière jusqu'en 2024. Excluant tout blackout, il a identifié comme probable à certains le recours à des moyens post-marché, dont des coupures en cas de vague de froid, de situation de très faible production éolienne ou de forte dégradation du parc de production. À plus long terme, l'énergie nucléaire fait face à des perspectives très complexes. Cette énergie est indispensable pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le GIEC l'a fait figurer parmi ses options d'atténuation, tandis que l'AIE envisage son doublement rien que pour réaliser le paquet ajustement à l'objectif 55. La Commission européenne anticipe une multiplication par 2 de la production d'électricité. Or, le parc fait face à un double défi selon RTE. D'une part, la consommation d'électricité pourrait croître jusqu'à 90%
en cas de réindustrialisation. D'autre part, les réacteurs actuels devraient tous arriver en fin de vie avec un effet falaise de 400 TWh à compter de 2040. Par ailleurs, le renouvellement du parc est limité par des délais incompressibles et capacités industrielles. Pour RTE, seule une décision politique, la construction de nouveaux réacteurs au cours de l'année 2022 ou 2023 permettrait de disposer de nouvelles tranches à l'horizon 2035. Enfin, la situation financière d'EDF est tendue. Grève une dette de 43 milliards d'euros, le groupe a perdu 18 milliards d'euros avec le phénomène de corrosion sous contrainte et de 10 milliards avec le bouclier tarifaire. Or, il doit financer de lourds investissements dont le grand carénage, 65 milliards d'euros sur 2014 à 2028, et les chantiers des EPR, 88 milliards pour Flamanville 3, Hinkley, Point-C et les 6 nouveaux. B. Des leviers de décarbonation massifs. L'atteinte de la neutralité carbone est un enjeu d'intérêt national. Pour les rapporteurs, l'énergie nucléaire et l'hydrogène bas carbone en étant issus ne doivent donc pas être opposés aux énergies renouvelables car l'enjeu est in fine de maximiser la décarbonation du système électrique. De plus, la sobriété énergétique doit être activement promue. L'énergie nucléaire est une source d'énergie décarbonée à soutenir. C'est un levier de souveraineté énergétique avec 61 gigawattheures de capacité et 360 TWh de production. C'est un levier de transition énergétique. Ces émissions ne dépassant pas 6 grammes de CO2 par kilowattheure, c'est un levier de compétitivité économique avec 3200 entreprises et 220 000 emplois. C'est enfin un levier de rayonnement européen, la France étant le premier exportateur d'électricité avec un solde de 43 TWh. L'hydrogène bas carbone est un vecteur énergétique d'avenir à promouvoir. Il est indispensable pour remplacer les énergies fossiles dans l'industrie ou la mobilité ou stocker l'électricité. Dans ce contexte, la stratégie française prévoit 6,5 gigawattheures de capacité d'électrolyseurs d'ici 2030. Et celle européenne, 40 gigawattheures. Un projet important d'intérêt européen commun soutient en outre 15 entreprises françaises dans ce domaine. Lors du discours de Belfort du 10 février 2022, l'exécutif a annoncé la prolongation des réacteurs actuels au-delà de 50 ans, la construction des 6 EPR et l'étude de 8 autres. De plus, il a confirmé un soutien budgétaire au nucléaire, dont un SMR et à l'hydrogène, prévu dans les plans de relance et d'investissement. Ces annonces tardives et insuffisantes doivent être précisées, appliquées et amplifiées. Les rapporteurs jugent crucial de construire plus de PR et de SMR que se lancer de les construire plus vite et surtout de les assortir de moyens budgétaires et humains. De 10 propositions pour relancer l'énergie nucléaire et promouvoir l'hydrogène bas carbone. A. Pour un nucléaire attractif au centre de la décarbonation. Pour concrétiser la relance du nucléaire, les rapporteurs plaident pour le replacer au cœur de planification énergétique. Tout d'abord, ils proposent de remplacer l'objectif de réduction à 50% de l'énergie nucléaire d'ici 2035 par un objectif de maintien à plus de 50% d'ici 2050. De plus, ils suggèrent d'introduire des objectifs de décarbonation de l'électricité 100%, d'utilisation de matières recyclées 20% et de déploiement d'électrolyseurs 6,5 gigawattheures d'ici 2030. Ils souhaitent aussi sanctuariser dans cette planification les projets de recherche et développement. EPR2, SMR, ITER, réacteurs de quatrième génération, PIEC, hydrogène. Enfin, ils attendent du gouvernement la révision immédiate de la PPE qui prévoit toujours la fermeture des réacteurs nucléaires. De plus, les rapporteurs appellent à faire aboutir la relance du nucléaire. Pour eux, le scénario N03 de RTE qui prévoit un mix majoritairement nucléaire d'ici 2050 est un minimum à atteindre.
la construction de 14 EPR et de 4 gigawattheures de SMR proposés dans ce scénario doit donc être consacré dans la loi quinquennale. De plus, le plafonnement des autorisations nucléaires à 63 gigawattheures, aujourd'hui révolu, doit être abrogé. Pour autant, les rapporteurs sont conscients des limites de ce scénario. D'une part, la prolongation envisagée des réacteurs au-delà de 60 ans n'est pas acquise sur le plan de la sûreté. D'autre part, la consommation d'électricité pourrait croître davantage. Plus 107 TWh dans l'hypothèse de réindustrialisation, plus 109 TWh dans la variante hydrogène. Selon RTE, jusqu'à 3 EPR supplémentaires, soit 5 GWh, pourraient être nécessaires si cette prolongation n'était pas possible, et 9 autres, soit 15 GWh en cas de réindustrialisation. Compte tenu de ces incertitudes, les rapporteurs souhaitent que le gouvernement remette une étude sur la construction éventuelle de ces autres EPR d'ici la loi quinquennale. Quel que soit le scénario retenu, ils veulent que les enjeux de sûreté et de sécurité soient bien pris en compte en amont pour rétablir la marge attendue par l'ASN. De plus, ils plaident pour que les meilleurs standards environnementaux soient appliqués au niveau réacteur par le biais d'un plan d'action. En outre, les rapporteurs appellent à financer la relance du nucléaire. Sur les financements privés, la taxonomie verte européenne assimile l'énergie nucléaire à une énergie de transition et non durable, présente des délais contraignants et n'intègre pas les activités du cycle ou de maintenance. Ces verrous doivent être levés. Sur les financements publics, le groupe EDF ne peut financer seul la construction de nouveaux réacteurs. Le gouvernement doit présenter un modèle de financement robuste prévoyant un appui substantiel de l'État dès la loi quinquennale. Dans l'immédiat, les crédits consacrés à l'énergie nucléaire doivent être relevés, car ils ne représentent que 0,4% du plan de relance et 3,3% de celui d'investissement. Il en est de même des budgets des opérateurs de recherche CEA, CNRS, ANR, ITER. Enfin, l'énergie nucléaire et l'hydrogène bas carbone peuvent être mieux intégrés à certains dispositifs de soutien, bac à sable réglementaire, contrats d'expérimentation et certificats d'économie d'énergie. Autre prérequis, les rapporteurs souhaitent mobiliser les pouvoirs publics sur la question de la formation, de la simplification et de la territorialisation. D'une part, un chantier de simplification des procédures est attendu. Il faut accélérer la construction des réacteurs et notamment les phases préalables en laissant inchangées les règles de sûreté et de sécurité. Le droit de l'environnement et les compétences locales, d'autre part, un plan d'attractivité des métiers et des compétences est crucial. Pour ce faire, il faut replacer la science et la technologie au cœur de la politique éducative et favoriser la mixité et la diversité. Un objectif d'au moins 30 000 emplois nécessaires à la construction des 6 EPR mérite d'être consacré. Au-delà, le gouvernement doit remettre une étude sur les besoins en formation induits par la relance complète du nucléaire de la loi quinquennale. Enfin, un dialogue territorial est attendu. Les consultations préalables à la construction des 6 EPR et à la révision de la planification énergétique doivent être accélérées. Un appel à manifestation d'intérêt national à l'attention des collectivités volontaires doit être lancé sous d'autres projets. Enfin, le site de Fessenheim doit être soutenu en résolvant les difficultés liées au Fonds national de garantie individuelle des ressources, en réalisant les projets de reconversion dans le technocentre et en répondant aux demandes locales formulées dans le cadre de la relance du nucléaire. B. Pour un nucléaire plus disponible, accessible et sûr. Dans un contexte critique, les rapporteurs estiment nécessaire de garantir la sécurité d'approvisionnement et de réduire la dépendance extérieure. Le gouvernement doit soutenir le groupe EDF dans la résolution des difficultés actuelles du parc nucléaire. Il doit aussi présenter un plan d'action pour assurer la sécurité d'approvisionnement cet hiver et les suivants. À cette fin, l'énergie nucléaire et l'hydrogène bas carbone
doivent être valorisés par les plans nationaux, plans de résilience et européens, plan REPER UE, visant à sortir des hydrocarbures russes. Parce que ces énergies et vecteurs nécessitent des métaux et matières critiques à importer, y compris en provenance de Russie. Une stratégie formelle de sécurisation doit être adoptée pour diversifier leurs sources, instituer des réserves, promouvoir une extraction ou une production nationale ou européenne ou développer des substituts. Le cas échéant, les contrôles de l'État peuvent être étendus sur ce point. De plus, les rapporteurs jugent crucial de maintenir une énergie compétitive et accessible pour les consommateurs tout en veillant à la soutenabilité des fournisseurs. À l'échelle à l'échelle nationale, l'impact du bouclier tarifaire sur les consommateurs, dont les particuliers, les entreprises et les collectivités non éligibles aux tarifs réglementés et les industries énergie intensives et les fournisseurs, à commencer par EDF, doit être évalué. De plus, la répercussion par les fournisseurs du relèvement de l'AREN par les consommateurs doit être contrôlée. À l'échelle européenne, le marché européen de l'électricité appelle à être réformé avec une révision du principe du coût marginal. Une neutralité technologique doit aussi être garantie à l'énergie nucléaire et à l'hydrogène bas carbone sur le plan fiscal. Paquet ajustement 55. En outre, les rapporteurs appellent à dimensionner la sûreté et la sécurité nucléaire. De nouveaux risques peuvent être mieux intégrés. La résilience au changement climatique, composante de la sûreté, et la cyber-résilience, composante de la sécurité. Une sélection en amont des sites des nouveaux réacteurs et l'institution de plans d'adaptation pour ceux existants peuvent permettre de répondre aux premiers défis. Les moyens des opérateurs de la sûreté nucléaire, SN, IRCN et CLI, appellent à être consolidés tandis qu'une culture de la sûreté et de la sécurité nucléaire doit être promue. De plus, l'effort de l'AIEA pour superviser les installations ukrainiennes et au-delà, protégées par des conventions les installations nucléaires civiles, doit être appuyé. C'est pour un nucléaire plus divers, innovant et propre. Les rapporteurs estiment indispensable de saisir l'occasion de la relance du nucléaire pour promouvoir l'hydrogène bas carbone aux côtés de celui renouvelable. À cette fin, il faut faire fonctionner les électrolyseurs à basse température à partir du réseau à court terme et développer des électrolyseurs à haute température pour coupler la production nucléaire avec celle d'hydrogène à long terme. Pour y parvenir, à l'échelle européenne, une neutralité technologique doit être garantie à l'hydrogène bas carbone sur le plan des objectifs et des infrastructures, paquet ajustement 55, et des contrats de long terme peuvent être institués dans le cadre de la réforme du marché de l'électricité. À l'échelon national, il faut contempler les dispositifs de soutien en accélérant l'application de celui attendu en bouclant le financement des PIEC à hauteur de 1,6 milliard, en pérennisant les appels à projets de l'ADEME et en autorisant les collectivités volontaires à soutenir les projets au-delà de 5% de leurs recettes. Enfin, il faut compléter la planification territoriale en donnant un rôle actif à la CRE et facultatif au AODE et en permettant une mutualisation des projets sur des bassins de vie. Autre impératif, les rapporteurs jugent nécessaire de poursuivre les travaux sur la fermeture du cycle du combustible usé. Le gouvernement doit soutenir le groupe Orano dans la résolution des difficultés actuelles des installations. Il doit aussi proposer une solution au devenir des usines de retraitement-recyclage qui arriveront à leur 50e décennie de fonctionnement en 2040. Dès la loi quinquennale. D'ici cette loi, il doit examiner l'impact de la relance complète du nucléaire sur le cycle du combustible. La relance du nucléaire doit être accompagnée d'une stratégie de retraitement-recyclage
en étendant ou en réutilisant les combustibles recyclés MOX, URE à court terme, en passant au multi-recyclage à long terme et en développant des réacteurs de quatrième génération comme le projet Astrid à long terme. Un crédit d'impôt sur les technologies du multi-recyclage peut y contribuer. Sur le stockage des déchets, il faut consolider les moyens de l'ANDRA pour favoriser la filière dans le projet de stockage géologique profond CIGEO. L'appel d'offres en cours sur les déchets doit mettre l'accent sur la complémentarité et non l'opposition entre les différentes technologies. Même en l'absence d'arrêt de réacteurs, il faut enfin maintenir des compétences démantèlement, assainissement pour les besoins domestiques futurs ou étrangers immédiats. Enfin, les rapporteurs estiment crucial de favoriser la recherche et l'innovation nucléaire. Tout d'abord, une gouvernance commune peut être instituée entre industriels et chercheurs. Plus encore, la recherche sur le vieillissement du parc doit être promue. Au total, la recherche sur la diversification de l'énergie nucléaire doit être encouragée sur le plan des usages qui vont au-delà de l'électricité mais comprennent la chaleur ou l'hydrogène. Et des puissances qui sont les plus petites, 3 projets du CA doivent être menés à bien. Le SMR Nuard, l'électrolyseur à haute température Janvier et le multi-recyclage. Les réacteurs de quatrième génération, notamment à neutrons rapides ou à sel fondu, ne doivent pas être oubliés. La fusion doit elle aussi être favorisée, le projet ITER ne devant pas être affecté par la guerre russe en Ukraine. Toutes les technologies innovantes nécessitent donc d'être soutenues dans le cadre de l'appel d'offres sur les réacteurs en cours. Les propositions. 1. Replacer l'énergie nucléaire au cœur de la planification énergétique. 2. Faire aboutir la relance de l'énergie nucléaire pour prévenir l'effet falaise à compter de 2040. 3. Financer la relance de l'énergie nucléaire en mobilisant les financements publics comme privés. 4. Mobiliser les pouvoirs publics sur la question de la formation, de la simplification et de la territorialisation. 5. Garantir la sécurité d'approvisionnement et réduire la dépendance extérieure face à la crise énergétique née de la guerre russe en Ukraine. 6. Maintenir une énergie compétitive et accessible pour les consommateurs tout en veillant à la soutenabilité des fournisseurs. 7. Dimensionner la sûreté et la sécurité nucléaire en prévenant notamment les nouveaux risques climatiques et numériques. 8. Saisir l'occasion de la relance de l'énergie nucléaire pour favoriser une production massive d'hydrogène bas carbone aux côtés de l'hydrogène renouvelable. 9. Poursuivre les travaux en faveur de la fermeture du cycle du combustible usé. 10. Soutenir la recherche et l'innovation nucléaire. Une filière fragilisée à un moment où elle peut jouer un rôle essentiel dans la transition écologique. 1. Un système électrique en risque de rupture à court et long terme. A. Un déclin relatif faute d'une politique cohérente et d'investissement suffisant. Si l'énergie nucléaire a été très dynamique en France, avec la mise en service de 58 réacteurs dans les années 1970 à 1980, elle a connu un net ralentissement avec l'arrêt de 2 réacteurs existants. La construction d'un seul nouveau réacteur et l'abandon de 1 avant-projet de démonstrateur dans les années 2000 à 2010, faute d'une politique cohérente et d'investissement suffisant, l'énergie nucléaire est aujourd'hui en déclin relatif. Acteur historique d'énergie nucléaire, la France dispose aujourd'hui d'un parc de 56 réacteurs répartis sur 18 sites. Ces réacteurs sont classés par palier, c'est-à-dire selon leur puissance, on dénombre 32 réacteurs de 900 MW, 20 de 1300 MW, 4 de 1450 MW. Les réacteurs actuels sont dits de deuxième génération et le European Pressurized Reactor EPR de Flamanville de troisième génération. Doté d'une puissance de 1,6 GW, l'EPR développé en France est plus puissant, sûr et économe. Dans le cadre de la relance de l'énergie nucléaire, un concept optimisé intégrant le retour d'expérience de Flamanville est en cours.
Le PR2 a un projet de démonstrateur de Small Modular Reactor SMR Newark composé de deux réacteurs de 170 MWh est aussi prévu. Ces différents réacteurs sont en eau pressurisée REP, c'est-à-dire qu'ils utilisent de l'eau pour refroidir leur cœur. À l'échelon international, il existe des réacteurs de quatrième génération recourant à d'autres technologies, y compris pour les SMR. Au-delà de la fission, un projet de fusion est conduit à Cadarache. Jusqu'au début 2022, le gouvernement a appliqué une politique de fermeture des réacteurs existants. En effet, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 prévoyait la diminution à 50% de la production d'énergie nucléaire d'ici 2025, ainsi que la limitation à 63 GWh. Les nouvelles autorisations d'exploitation conformément à cette loi, les programmations pluriannuelles de l'énergie PPE adoptées en 2016 puis 2020 ont acté la fermeture de 14 réacteurs en 20 ans. Pour autant, le Sénat a obtenu le report de cet objectif de 2025 à 2035 dans le cadre de la loi Énergie-Climat du 8 novembre 2019, ainsi que la soumission de toute fermeture à une étude d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, la sécurité d'approvisionnement et la sûreté nucléaire à l'occasion de la loi Climat-Résilience du 22 août 2021. Dès l'adoption de la loi Énergie-Climat, le rapporteur Daniel Grosmillet avait déploré que l'étude d'impact ne comporte aucun élément substantiel sur les effets économiques et sociaux induits par l'arrêt envisagé de 14 réacteurs d'ici 2035. En outre, il avait indiqué qu'un arrêt précipité n'était pas compatible avec nos engagements climatiques et aurait renchéri les coûts de la fourniture d'électricité, dégradé la balance commerciale et nuit à la sécurité d'approvisionnement. Témoin édifiant de cette politique de fermeture, le 27 novembre 2018, le président de la République s'est exprimé ainsi. Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique, et je tiendrai cet engagement. J'aurais souhaité pouvoir le faire dès 2025 comme le prévoyait la loi de transition énergétique, mais il s'est avéré, après expertise pragmatique, que ce chiffre brandi comme un totem politique était dans les faits inatteignable. Nous avons donc décidé de maintenir ce cap de 50%, mais en repoussant l'échéance à 2035. Nous avons surtout décidé de faire la transparence de la trajectoire que nous voulons suivre pour atteindre cet objectif. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera avant l'été 2020 avec l'arrêt définitif de 2 réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. 4 à 6 réacteurs d'ici 2030, le reste entre 2030 et 2035. Ironie de l'histoire, le président de la République est revenu sur sa politique en ces termes. Le 10 janvier 2022, s'il est nécessaire d'être prudent sur la capacité à prolonger nos réacteurs, je souhaite qu'aucun réacteur nucléaire en état de produire ne soit fermé à l'avenir, compte tenu de la hausse très importante de nos besoins électriques, sauf évidemment si des raisons de sûreté s'imposaient. Entre-temps, les 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim, pourtant fonctionnels sur le plan de la sûreté nucléaire, ont été arrêtés en février et juin 2020. Cette fermeture est déplorable à tout point de vue puisqu'elle induit une perte. Sur le plan énergétique, de 1,8 GWh, de capacité de 11 TWh de production depuis 2020. Sur le plan économique, de 640 salariés et 284 prestataires d'ici 2025, le groupe EDF a précisé que cette fermeture équivaut jusqu'à 9 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. De leur côté, les collectivités territoriales relèvent jusqu'à 2000 emplois touchés et 24 millions d'emplois par an de recettes fiscales ou de retombées économiques manquantes.
Toutefois, la situation est évolutive car le site doit être placé en période de pré-démantèlement 2020 à 2025, de démantèlement de 2025 à 2037 et de démolition de 2037 à 2040. Des projets de redynamisation dans la création d'un technocentre pour retraitement des substances métalliques de faible activité sont envisagés. Interrogé par les rapporteurs, la collectivité européenne d'Alsace a indiqué que la fermeture d'un point de vue social et économique a été bien évaluée mais mal anticipée, rappelant que le choix de la fermeture ne venait pas du territoire ni de problèmes techniques, mais a été imposé par des décisions politiques de niveau national, sans qu'aucun plan de revitalisation n'ait été construit en amont. Le Conseil régional du Grand Est a quant à lui précisé que le processus de reconversion du territoire de Fessenheim est affecté par un handicap congénital. Pour bien faire, il eût fallu, avant de décréter une date de fermeture, apprécier et se donner le temps nécessaire à recréer réellement les emplois détruits par la fermeture, ajoutant que l'État a choisi, en toute connaissance de cause, d'ignorer cette contrainte qui reste une réalité pesante aujourd'hui. La centrale nucléaire de Fessenheim, une fermeture mal anticipée. Outre le groupe EDF, le gouvernement et les rapporteurs ont souhaité auditionner l'ensemble des acteurs locaux, la centrale de Fessenheim, la commune de Fessenheim, la collectivité européenne d'Alsace, la région Grand Est ainsi que la commission locale d'information et de surveillance. Le groupe EDF a précisé au rapporteur que le processus de démantèlement doit s'étaler de 2020 à 2041 avec des phases de pré-démantèlement jusqu'en 2025, de démantèlement et de déconstruction jusqu'en 2040 et de restauration et déclassement 2040 à 2041. Une enquête publique est prévue d'ici fin 2023, début 2024 pour obtenir le décret de démantèlement. Sur le plan social, il a précisé que le site accueille 360 salariés contre 740 auparavant et 222 prestataires contre 150 auparavant. D'ici 2025, il ne restera que 100 salariés et 66 prestataires. Pour autant, 89% des salariés ont bénéficié d'une solution avec pour la moitié d'entre eux des transferts vers d'autres centrales. Une cellule d'accompagnement personnalisée a été instituée pour les prestataires de 2019 à 2021. Rappelant que la centrale de Fessenheim produisait plus de 10 TWh, le groupe EDF a souligné les conséquences théoriques de ce type d'arrêt sur les émissions de gaz à effet de serre. On peut estimer qu'une perte de production de 10 TWh par an, si elle est substituée par une centrale thermique de type cycle à combiner à gaz ou centrale à charbon, correspond à un effet de l'ordre de 4 à 9 millions de tonnes de CO2 supplémentaires émises en Europe. Interrogé par les rapporteurs, le gouvernement a indiqué soutenir la reconversion du site. D'une part, un projet de territoire a été signé avec toutes les parties prenantes françaises et allemandes le 1er février 2019. Dans ce cadre, un technocentre capable d'assurer le traitement de substances métalliques de faible activité a été lancé le 21 février 2020. D'autre part, un délégué interministériel et un comité interministériel ont été mobilisés. Enfin, un dispositif de compensation du Fonds national de garantie individuelle des ressources a été institué, de sorte qu'aucune perte nette n'intervient pour les collectivités avant 2025. Selon la collectivité européenne d'Alsace, la fermeture de la centrale de Fessenheim a entraîné une perte de 2000 emplois, directs, indirects et induits, aucune installation n'étant pour l'heure annoncée. La collectivité a déploré le manque d'anticipation de cet arrêt, relevant qu'il n'était pas justifié sur le plan de la sûreté nucléaire, qui devait initialement être couplé avec la mise en service de l'EPR de Flamanville et qui n'avait pas permis d'associer en amont les collectivités territoriales. Elle a rappelé que la principale difficulté réside dans la contribution des collectivités territoriales au FNGIR, qui ne sera plus compensée par l'État.
Selon le conseil régional du Grand Est, la fermeture de la centrale de Fessenheim a conduit à une perte de 1100 emplois directs et indirects, 14 millions d'euros par an de recettes fiscales, 10 millions par an de retombées économiques, ainsi que 4 à 6 classes. La collectivité a regretté un manque de préparation, relevant que le projet de territoire n'a pu être signé que le 1er décembre 2019, contre des fermetures le 22 février et 30 juin 2020, la mise à disposition des terrains pour nouvelle zone d'activité n'étant pas possible avant 2023. Si la collectivité s'est félicitée d'un appel d'offres spécifique sur le photovoltaïque de 300 MWh, elle a regretté un manque de moyens, le fonds d'amorçage n'étant plus de 15 millions d'euros pour des projets coûteux, 6,8 millions d'euros pour la création d'une zone industrielle Ecorena, 293 millions pour la création ou la modernisation du ferroviaire ou de fret Colmar-Vogelsheim et 33 millions pour la création du technocentre de Fessenheim. Dans le même ordre d'idées, elle a relevé les difficultés d'application de la société d'économie mixte SEM transfrontalière Novarena sur le plan du périmètre se limitant à 80 hectares, la gouvernance certains acteurs n'y siégeant pas et du calendrier en retard systématique depuis 2018. Enfin, la région Grand Est a fait part de sa candidature pour accueillir un EPR2 ou des SMR dans le cadre de la relance de l'énergie nucléaire. Jusque début 2022, le gouvernement a adopté pour une politique d'attentisme pour les nouveaux réacteurs. Si le président de la République a demandé au groupe EDF de travailler sur un programme de nouveau nucléaire en 2018, la ministre de la Transition écologique a commandé à Réseau de transport d'électricité et RTE et à l'Agence internationale de l'énergie AIE un scénario jusqu'à 100% renouvelable en 2019. Au total, aucune décision n'a été proposée par le gouvernement lors de la dernière révision législative en 2019 et réglementaire en 2020 de notre planification énergétique nationale. Dans le domaine du nucléaire, les dernières autorisations de construction sont donc anciennes, remontant à 1984 pour Chose B1, 1981 pour Civ 2 et 2007 pour Flamanville 3. Reflet de cette politique d'attentisme, le président de la République s'est exprimé ainsi le 27 novembre 2018. L'EPR en particulier doit faire partie du bouquet d'options technologiques pour demain. Ici, nous prenons aujourd'hui aucune décision quant à la construction de nouveaux réacteurs parce que nous n'avons pas de besoins immédiats et parce que nous n'avons pas le recul nécessaire, en particulier sur la centrale de Flamanville. Nous devons tirer profit de quelques années devant nous pour avancer. Je demande donc à EDF de travailler à l'élaboration d'un programme de nouveau nucléaire en prenant des engagements fermes sur le prix pour qu'il soit plus compétitif. Ironie de l'histoire, à nouveau, il a rompu avec cette politique en ces termes. Le 10 janvier 2022, compte tenu des besoins en électricité, de la nécessité d'anticiper aussi la transition, la fin du parc existant qui ne pourra être prolongé indéfiniment, nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Je souhaite que si EPR2 soit construit et que nous lancions les études sur la construction des 8 EPR2 additionnels, nous avancerons ainsi pas palier. Enfin, jusqu'au début 2022, le gouvernement s'est résolu à une politique d'attribution de la recherche et du développement nucléaire. En 2019, l'énergie nucléaire a concentré 756 millions d'euros des dépenses publiques de recherche et développement dans le secteur de l'énergie, soit à 63% du total. De plus, de nouveaux moyens ont été affectés à cette énergie, et notamment aux réacteurs et aux déchets, dans les plans de relance 470 millions d'euros et d'investissement 1 milliard. Il n'en va pas de même de l'hydrogène bas carbone comme renouvelable, 2 milliards, puis 1,7 milliard,
Pour autant, le Commissariat général à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA, a indiqué que les dépenses allouées par lui ont baissé de 80 millions d'euros entre 2017 et 2021. Dans ce contexte, le gouvernement a arrêté le projet Astrid en 2019, lancé en 2010 avec un budget de 630 millions d'euros. Ce projet devait permettre de construire un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides fonctionnant au sodium. L'intérêt de ce type de réacteur est de permettre une fermeture complète du cycle du combustible usé en multi-recyclant le plutonium et en réutilisant l'uranium appauvri. Le CEA a justifié cette décision en indiquant qu'il a été fait le constat que le déploiement industriel des RNR ne se justifie pas avant la seconde moitié du XXe siècle. Le gouvernement a précisé que les ressources en uranium naturel sont aujourd'hui abondantes et disponibles à relativement bas prix et devraient le rester jusqu'à la seconde partie du XXIe siècle, et que la recherche conduite depuis plus de 20 ans sur les déchets radioactifs montre que les réacteurs de quatrième génération ne conduisent pas à supprimer le besoin de solutions de stockage de ces déchets. En conséquence, le CEA a indiqué que la stratégie de fermeture du cycle a été clarifiée avec 3 étapes: le moxage des réacteurs de 1300 MWh, la mise en œuvre du multi-recyclage en réacteurs à eau pressurisée, REP, et enfin la fermeture du cycle par le déploiement de réacteurs de quatrième génération. De son côté, le gouvernement a précisé qu'il a décidé de concentrer ses efforts sur le multi-recyclage dans les réacteurs de troisième génération, et que le programme de recherche de la quatrième génération, qui repose sur un volet de simulation et un volet expérimental, vise à garantir le maintien d'un socle de compétences et laisse la possibilité de créer un démonstrateur industriel ultérieurement. Il est regrettable que le gouvernement ait stoppé un projet dans lequel la France bénéficiait d'une avance historique. En effet, elle avait successivement mis en œuvre les réacteurs à Rhapsody, Phoenix puis Super Phoenix. L'ancien directeur général d'ITER, Bernard Bigot, s'est d'ailleurs exprimé le 26 octobre 2021 en faveur des RNR de type Astrid. En ces termes, Astrid était un projet dans la continuité de Phoenix et Super Phoenix. Il s'agissait de démontrer à l'échelle industrielle que nous pouvions utiliser l'uranium appauvri pour produire de l'électricité. Ma conviction, c'est que c'est l'avenir de la France. Plusieurs pays étrangers sont encore très engagés dans ce domaine, comme la Chine, China Fast Reactor 600, l'Inde, Prototype Fast Breeder Reactor, ou la Russie, Bristol Neutroni. En tout état de cause, l'effort ne doit pas être relâché en France dans la mesure où l'actuel PPE prévoit que le programme de R2 sous la mesure du cycle du combustible usé conserve la perspective d'un éventuel déploiement à Israël d'un parc de réacteurs à neutrons rapides à l'horizon de la deuxième moitié du XXe siècle. Au-delà de l'arrêt du projet Astrid, les dépenses de recherche et développement consenties par le gouvernement ne sont pas toujours à l'auteur des attentes des opérateurs publics. Sur ces sujets budgétaires, les rapporteurs retiennent leur audition le souhait d'une stabilisation à minima pour le CEA, d'un renforcement pour le nucléaire, voire d'un doublement pour l'hydrogène, pour le Centre national de la recherche scientifique et enfin d'un soutien à la fusion, voire d'une amplification pour la fission pour l'ITER. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, IRSN, a plaidé pour qu'une partie de l'effort aille à la sûreté nucléaire, tandis que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ANDRA a mis en avant les usines du cycle. C'est avec gravité qu'ITER
a évoqué devant les rapporteurs le risque d'un décrochage de la France en matière de recherche et développement, appelant d'urgence à resserrer les liens entre sciences et économie. La France a cessé d'investir dans les énergies du futur depuis 2000, notamment dans le nucléaire, à savoir dans un réacteur modulaire. Le risque est une perte progressive et nette de capacité de recherche et développement et d'innovation, mais aussi industrielle, à faire ou à exporter de la France. À noter l'émergence d'acteurs majeurs tels que la Chine ou le Royaume-Uni qui écrasent d'autant notre position internationale. Il faut relancer la filière nucléaire par l'innovation et ne pas hésiter à orienter pragmatiquement ses recherches vers les besoins de marché. Quel effort de recherche et développement dans les domaines du nucléaire et de l'hydrogène du point de vue des opérateurs publics? Les rapporteurs ont souhaité auditionner plusieurs opérateurs publics, le CEA, le CNRS, l'ANR, l'IRSN, l'ANDRA, l'IRSN, l'ADEME ou ITER, pour apprécier l'effort de recherche et développement alloué à l'énergie nucléaire, fission comme fusion et à l'hydrogène bas carbone. Ainsi que l'a indiqué le CEA, les dépenses du réacteur Jules Horowitz s'élèvent à 301 millions d'euros et celles de recherche et développement de la filière à 648 millions d'euros. Parmi ces dépenses figurent 134 millions d'euros pour les réacteurs de 2 à 4 générations SMR. 83 millions d'euros pour le cycle assainissement, démantèlement et 130 millions d'euros pour diverses études, installations expérimentales, simulations numériques, études économiques. Ce budget est en baisse de 80 millions d'euros sur la période de 2007 à 2021. S'agissant de haute température et le couplage entre production d'énergie nucléaire et d'hydrogène dans le cadre des SMR. Si ces investissements sont comparables à ceux des États s'appuyant significativement sur l'énergie nucléaire, le CEA estime important que l'effort de recherche soutenu par les industriels auprès des organismes de recherche et notamment le CEA soit à minima stabilisé. Il a ajouté que l'hydrogène est une technologie clé de décarbonation, en particulier dans certains secteurs industriels pour lesquels l'électrification n'apporte pas de réponse. Pour la mobilité lourde et aussi pour contribuer à l'équilibre du réseau électrique, précisant que l'utilisation de l'énergie nucléaire pour produire de l'hydrogène est une option très intéressante. De son côté, le CNRS pilote le programme nucléaire énergie, environnement, déchets, société, qui mobilise 1 million et 60 à 80 ETPT et bénéficie à 3 ou 4 bourses. Il s'intéresse notamment au système déchets et ressources nucléaires. Le CNRS soutient également l'hydrogène avec 540 ETP. 30 laboratoires et entre 150 000 et 200 000 euros annuels de projet. Sur le nucléaire, le CNRS a déploré l'absence d'objectifs ambitieux en termes de recherche, qu'il s'agisse de recherche en amont ou d'innovation sur les réacteurs, le cycle ou la gestion des déchets. Pour l'hydrogène, il a plaidé pour un doublement de la recherche et développement afin d'assurer l'avancée prise sur certains sujets et de poursuivre la trajectoire. Dans le même esprit, l'ANR pilote 2 axes liés à l'énergie. Science de base pour l'énergie est une énergie durable, propre, sûre et efficace. Sous son budget propre, elle a financé 35 actions spécifiques au nucléaire et 22 génériques sur l'énergie, de 2006 à 2020. De plus, l'agence a soutenu des appels à projets sur les déchets
25 projets pour 45 millions d'euros et la sûreté 23 projets pour 50 millions d'euros. Enfin, elle a pris en charge les études du SMR Neward dans le cadre du plan de relance, 10 millions d'euros. Sur le nucléaire, l'ANR a indiqué que les projets portant spécifiquement sur le nucléaire ne représentent qu'une faible proportion des projets soutenus par l'ANR dans le domaine de l'énergie, moins de 10%. Pour l'hydrogène, elle a précisé que l'hydrogène décarboné devrait être essentiellement produit par électrolyse de l'eau à partir d'une électricité obtenue sans émission de CO2. En supplément des énergies renouvelables, le nucléaire permettra de faire de notre pays un leader d'hydrogène décarboné. À eux trois, le CEA, le CNRS et l'ANR copilotent le programme et équipement prioritaire de recherche PEPR hydrogène décarboné qui dispose de 80 millions d'euros sur 7 ans. Il vise à soutenir les projets de recherche en amont. Production, conversion, usage, stockage ont été sélectionnés 30 projets pour l'appel d'offres de 2021. Dans le cadre de plan de relance, les RCN, en lien avec le CEA, concourent à mettre en œuvre 3 plateformes expérimentales portant sur la sûreté des systèmes passifs, Asina, Kokomo, et les alternatives au stockage des déchets Palace, 50 millions d'euros. L'IRCN a estimé vertueux qu'un investissement public dans la sûreté nucléaire soit fait, précisant que le développement de concepts nouveaux de réacteurs nécessitera une réflexion en matière de recherche et développement, y compris en ce qui concerne la vérification de l'intégration d'un niveau de sûreté robuste. S'agissant de l'ANDRA, elle contribue à mettre en œuvre, dans le cadre du plan de relance, l'appel d'offres sur la gestion des déchets radioactifs, 70 millions d'euros. L'agence a rappelé que le projet de centre industriel et de stockage géologique, CIGEO, a fait l'objet de 30 ans de recherche et développement, puis d'études de conception. Elle a estimé essentiel que soit maintenu un effort de recherche et d'innovation, et de ne pas oublier les enjeux propres aux usines du cycle qui nécessitent de la recherche et développement. Si l'ADEME ne soutient pas le projet sur le nucléaire, elle participe à mettre en œuvre sur son budget propre, dans le cadre du plan de relance, les appels d'offres sur l'hydrogène en recherche et développement, 48 projets pour 194 millions d'euros de 2011 à 2022, et pour les écosystèmes de mobilité, 19 projets pour 98 millions d'euros en 2018, et territoriaux, 32 projets pour 285 millions d'euros en 2020. L'agence considère que ces appels à projets s'avèrent être utiles pour opérer les premiers déploiements de ces technologies, accompagner la maturation de la filière et la baisse des prix et assurer un premier marché domestique aux industriels français sur toute la chaîne de valeur. Quant à projet ITER, il est issu d'un traité international signé le 21 novembre 2006, d'abord porté par cette partie Chine, Corée, États-Unis, Inde, Japon, Russie et Union européenne. Il en rassemble aujourd'hui 35. Son coût d'environ 20 milliards d'euros est financé en nature. L'Union européenne prend à sa charge 45% de ce financement selon ITER. Sur la période 2007 à 2020, la France a financé 15% des coûts de construction, soit 2,3 milliards d'euros pour le gouvernement. ITER a appelé à soutenir la fusion en ces termes. Alors que les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres ont annoncé des échéanciers plus ambitieux, il est probable que la fusion n'entrera substantiellement dans le mix énergétique que dans la seconde moitié de ce siècle. Elle doit être vue aujourd'hui comme telle et sa recherche et développement soutenue. Dans le domaine de la fission, il a appelé à amplifier la recherche et développement dans le recyclage des combustibles usés, les réacteurs modulaires recyclant le combustible, le démantèlement, les déchets, le stockage géologique
des déchets radioactifs à vie longue et la sûreté. B. Une conjoncture très défavorable à l'énergie nucléaire. La conjoncture est très défavorable à l'énergie nucléaire compte tenu de difficultés internes. La faible disponibilité du parc nucléaire due au phénomène de corrosion sous contrainte et externe, la flambée des prix des énergies sous les effets de guerre russe en Ukraine, malgré les plans de résilience institués au échelon national comme européen. Cette conjoncture met à l'épreuve notre système électrique avec de fortes tensions sur le prix des énergies et la sécurité d'approvisionnement. Les rapporteurs rappellent que la Commission des affaires économiques a alerté sur cette situation. De son rapport d'information sur l'impact de la transition énergétique sur la sécurité d'approvisionnement, publié en février dernier, alors que la Russie vient d'engager une guerre contre l'Ukraine, le 24 février dernier, il conviendra de mesurer les répercussions de ce conflit potentiellement durable sur le prix des énergies. En premier lieu, la disponibilité du parc nucléaire est historiquement basse. Selon l'ASN, 30 réacteurs étaient à l'arrêt mi-mai, dont 12 à raison du problème de corrosion sous contrainte. Cette indisponibilité résulte de la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier est la densité du programme du grand carénage, qui consiste en un programme de rénovation et de modernisation des réacteurs existants. La première phase représente 50 milliards d'euros sur la période de 2014 à 2025. Elle vise à rénover de gros composants, procéder aux révisions périodiques ou décennales, ou intégrer le retour d'expérience de l'accident de Fukushima. La seconde phase représente 33 milliards d'euros sur la période 2022 à 2028. Elle a pour objet de rénover de gros composants, procéder aux révisions périodiques ou décennales, ou étudier la prolongation de réacteurs au-delà de 50 ans. Les rapporteurs retiennent de leur audition que ce programme, qui a permis de réaliser une trentaine de révisions décennales, mobilise le groupe EDF, mais aussi ses sous-traitants. L'ASN a indiqué que rien que pour les travaux dits de grand carénage, EDF estime que la charge de travail du secteur mécanique sera multipliée par au moins 6 entre 2020 et 2026 et se maintiendra à ce niveau d'activité jusqu'en 2030. Le groupe EDF a précisé que les activités du grand carénage mobilisent plus de 1000 fournisseurs opérant dans les domaines de la maintenance, de la logistique ou encore de l'ingénierie. Le deuxième facteur est l'incidence de la crise de Covid-19 sur le programme d'arrêt de tranche, c'est-à-dire les arrêts pour maintenance ou rechargement. Cette crise a plusieurs impacts majeurs. Tout d'abord, le premier confinement a ralenti les opérations de maintenance des réacteurs existants. Ensuite, ces opérations ont été décalées sur plusieurs années pour garantir une plus grande disponibilité. L'hiver 2020-2021, dès son plan de relance énergie publié en juin 2020, la Commission des affaires économiques s'est inquiétée de cette désorganisation, relevant que des reports de grands investissements sont attendus. EDF ayant annoncé la remise à plat de son programme d'arrêt de tranche, au total, le groupe EDF a indiqué que la crise Covid a provoqué une désoptimisation du programme d'arrêt de réacteurs pour maintenance et rechargement du combustible, précisant que l'impact majeur sur l'année 2020 continue de se faire ressentir sur les hivers suivants. Le troisième facteur est la découverte d'un phénomène de corrosion sous contrainte, c'est-à-dire de fissures sur l'acier de certaines soudures, des tuyauteries de circuits d'injection de sûreté RIS ou des circuits de refroidissement du réacteur à l'arrêt. Ce phénomène a été relevé fortuitement à l'occasion de la visite décennale du réacteur de Civaux 1, le 15 décembre 2021. Depuis lors, 12 réacteurs ont été mis à l'arrêt, 3 présentent de tels défauts sous les circuits RIS et REA.
1 sur le circuit EAA et 8 autres sont l'objet de contrôle. À terme, EDF envisage un programme de contrôle pour l'ensemble du parc nucléaire. Sollicité par les rapporteurs, l'ASN a indiqué que ce problème est sérieux car il concerne des circuits directement reliés au circuit primaire principal dont la rupture n'est pas isolable et est potentiellement générique à l'ensemble du parc de réacteurs d'EDF. Elle a précisé que les réacteurs du palier N4 présentent des fissures de 5,6 mm et ceux du palier de 1300 MWh de 2,3 mm, tandis que ceux du palier 900 MWh semblent être peu affectés. Pour l'ASN, le fait que les réacteurs les plus anciens de 900 MWh soient peu affectés confirmerait a priori qu'il ne s'agit pas d'un phénomène lié au vieillissement des installations. À l'inverse, une cause prépondérante pourrait être la géométrie des lignes des tuyauteries, car les réacteurs du palier N4 et de 1300 MWh suivent un design francisé, alors que ceux de 900 MWh suivent le design Westinghouse. Pour l'heure, le groupe EDF réalise des contrôles après découpe, avec des temps importants de contrôle et de réparation, mais développe une technique de contrôle par ultrasons plus rapide. Il a déjà expertisé 35 soudures et a prévu d'en expertiser 105 d'ici juin 2022. À ce stade, le groupe EDF a apporté l'ASN des justifications indiquant que la fissure se limite à la hauteur de la passe racine de soudage et qu'elle peut gérer les conséquences d'une rupture de ligne RIS. En outre, il a mis en place sur l'ensemble des réacteurs des dispositions spécifiques de conduite et de détection de fuite avant rupture. Si ces éléments sont positifs, l'ASN a demandé au groupe un ensemble de justifications complémentaires et une proposition de stratégie de contrôle priorisée. Dans ce contexte, elle estime possible la mise à l'arrêt de précaution de nouveaux réacteurs en cas de découverte de fissuration d'une ampleur qui le justifierait. Plus récemment, l'ASN a considéré que la stratégie de contrôle du groupe EDF vis-à-vis du phénomène de corrosion sous contrainte comme appropriée dans un courrier du 26 juillet 2022.